Alors d'abord, je souhaite vous remercier pour cet éclairage historique sur l'histoire de la Palestine. Je souhaite également faire une précision sur la chronologie qu'on vous a distribuée. En fait, c'est celle de Dominique Vidal qui est aussi disponible sur le site de la FPS. Donc voilà, pour que ça soit bien clair. Et maintenant, c'est le tour des questions pour la salle. Si vous avez des questions, allez-y. On va prendre plusieurs questions en même temps si vous en avez, s'il y en a. Tout à l'heure, vous avez dit que l'ONU et les États-Unis ne se penchaient que sur en voulant régler les problèmes économiques. Il y a un mouvement, vous avez vu, Breaking the Silence, donc, qui commence à... Il y avait les réfusniks qui n'avaient pas énormément pris, mais Breaking the Silence commence à se faire entendre parce que c'est quand même extrêmement violent. Et par rapport à la société, la question qui était posée sur comment peut-il vivre, c'est une vraie question. D'abord, c'est une société qui, économiquement aussi, a des difficultés. C'est une société qui a un problème de violence aux femmes qui est en augmentation d'année en année parce que les soldats qui reviennent, alors il y a des femmes aussi soldates, mais elles sont moins violentes que les hommes apparemment. Et les hommes, quand ils reviennent le week-end, ils sont extrêmement violents chez eux parce qu'ils font de la violence toute la semaine dans les territoires palestiniens. Il y a le fait, après, comment ils peuvent vivre, c'est qu'ils ne se posent pas de questions. Vous savez, vous lisez Haaretz, qui est l'équivalent du Monde, tous les jours, vous avez de très bons articles de Gideon Levy, Amir Arras, etc. Mais si vous ne voulez pas voir, vous ne voyez pas. Et en Israël, là j'ai passé les dernières heures à Tel Aviv avant de prendre mon avion, on vit sans se poser de questions. Je veux dire, il n'y a pas de soldats en Israël. Vous les voyez quand vous allez de l'autre côté. Vous circulez, vous avez tout, la vie va bien, quoi. Donc ils se sentent en sécurité et finalement ils ne se posent plus de questions. Et c'est ce que disait d'ailleurs Michel Warshawski, que j'ai vu là-bas. Il disait il est désespéré parce que même les mouvements pacifistes finissent par dire bon, bah, la vie est confortable, quoi. C'est difficile de les entraîner à. Il n'y a que ceux qui font l'effort de faire quelques mètres et de passer Calandia pour commencer à se rendre compte de la folie. Mais c'est schizophrène. Et après, il y a le dernier phénomène, c'est la question des colons. Les gens qui vivent dans les colonies, quand vous voyez les colonies, ils sont enfermés avec des murs, des barbelés, des miradors, mais ils sont enfermés eux-mêmes. Ils enferment les Palestiniens, mais eux-mêmes, ils s'enferment aussi. Donc ça crée une société schizophrène. Après, il y a un autre problème, c'est la question du racisme. Parce qu'en fait, le projet colonial israélien contre les Palestiniens, mais c'est aussi parce que c'est un racisme ordinaire, et vous avez peut-être vu les derniers temps, il y a eu beaucoup de problèmes avec les immigrés africains qui arrivaient en Israël, qui sont mis dans des camps, qui sont extrêmement maltraités, et beaucoup de gens disent qu'il faut chasser les étrangers, et ça s'est accompagné avec les Russes, parce que les Russes qui ont immigré en Israël, dont beaucoup ne sont pas juifs, ne veulent pas du tout s'hébraïser, même s'ils parlent l'hébreu, ils ne veulent pas être israéliens. Ils restent russes d'abord, ils sont extrêmement racistes, Lieberman en est un représentant. Donc voilà, c'est ça la composition de l'État d'Israël aujourd'hui, avec toutes ses composantes. Et puis aussi le fait que le côté laïque de Tel Aviv, qui était un peu le fleuron de ce côté laïque, était en train de se fondre dans un côté religieux qui est en train de prendre le pas. Et en fait, les Israéliens se disent, le gouvernement israélien, que la religion peut être finalement le dernier rempart, le dernier ciment qui les réunisse. Parce qu'ils n'arrivent pas, par exemple, à assimiler les Russes dans leur... Donc la société va mal, et elle est enfermée dans le mur, parce que le mur qu'ils construisent, ça crée aussi de leur côté, même s'il y a ce confort apparent. Mais bon, à terme, c'est effectivement, ça va être problématique. Par rapport au double jeu de la France, non, c'est pas forcément un double jeu, parce que je vous dis, entre ce qui peut être décidé au Quai d'Orsay et ce que analysent les ambassadeurs, d'ailleurs si vous avez vu dans Le Monde d'aujourd'hui, il y avait une lettre signée par les ambassadeurs, des anciens ambassadeurs, donc il y a des moments où la France réellement a été critique au niveau de sa direction, et puis après, il suffit d'une personnalité qui ne le soit pas pour changer la donne. Et on sent vraiment ça, que c'est lié aux personnalités, que bon, la France, elle n'a pas été forcément toujours dans un double jeu. Elle a été, bien sûr, à des moments, mais pas tout le temps, c'est pas systématique, quoi. Il y a des moments, c'est vraiment tout simplement qu'ils vont être dans une position un peu plus critique, et puis après, bah, finalement,
la direction décide d'aller vers un positionnement plus pro-israélien, ou alors de faire attention aux enjeux dans le monde arabe. Mais c'est pas vraiment sous forme d'un double jeu, c'est pas toujours pervers, quoi. Il y a des moments, c'est vraiment parce que les prises de décision sont aux mains de différentes personnes qui n'ont pas les mêmes analyses. Par rapport aux réfugiés, ah oui. Bien évidemment, c'est le nœud. Parce que c'est pour ça d'ailleurs que c'est le gros problème de la Nakba, qu'on ne peut pas parler de Nakba. Parce que derrière la Nakba, c'est la question des réfugiés. Pour les Israéliens, non au droit au retour, non à la reconnaissance des réfugiés. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de retour des réfugiés palestiniens, ni en Israël, mais ni en Palestine. C'est-à-dire que les Israéliens veulent contrôler le retour des réfugiés, y compris dans les territoires palestiniens. Ce qui fait que le passeport palestinien est délivré aux Palestiniens en Cisjordanie à Gaza et est délivré après autorisation des Israéliens. Par rapport à l'OLP, le discours de l'OLP, c'était évident, le discours par rapport à la résolution 194, je crois, qui est le droit au retour de tous les réfugiés, puisque c'est un article constitutif de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et c'est toute la contradiction des Occidentaux par rapport à ça, c'est que, par exemple, en Israël, ils ont décrété le droit au retour des Juifs, qui n'est pas un retour, hein, puisque beaucoup de Juifs ne venaient pas d'Israël, mais tout Juif dans le monde qui désire s'installer en Israël peut, et il obtient le passeport israélien. Par contre, bien sûr, un Palestinien ne peut pas. Et donc, la position de l'OLP, c'était de dire droit au retour, mais ils étaient prêts, l'OLP était prêt à négocier, bien évidemment, sur pas de droit au retour en Israël, sauf cas de regroupement familial, mais par contre, le fait que le droit au retour soit possible de manière libre en Cisjordanie et à Gaza. Mais pour Israël, c'est une fin de non-recevoir. Mais bon, c'est vrai que c'est au niveau juridique, les Israéliens, normalement, ne peuvent pas s'opposer puisque ça fait partie de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Alors, ils ressortent l'argument sécuritaire. Et c'est là où on vient sur la question démographique en disant, mais si on accepte le droit au retour, nous ne serons plus majoritaires. Parce que de fait, c'est ça, c'est que ils ne seront plus majoritaires sur l'ensemble du territoire. Donc, ça pose la question de la judaïté de leur État. Vous voyez, donc, on est dans leur contradiction en réalité. Et c'est pour ça que la proposition de faire un État, par exemple, binational, pour eux, c'est un vrai cauchemar. Parce que ça voudrait dire qu'ils n'auraient pas de majorité. Et donc, le projet d'un État juif ne fonctionnerait plus. Mais parce qu'ils n'arrivent pas à sortir de l'idéologie sioniste et à se penser comme un État démocratique qui y inclurait les Juifs, mais qui n'en ferait pas la spécificité. Ils ne sont pas encore passés à ce stade-là. Ils ont commencé après Oslo, il y a eu des discussions sur le post-sionisme, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme nouvelle... parce qu'il n'y a pas de constitution en Israël non plus. Mais le deuxième intifada a coupé court à tout ça et a dit, bon, là ils sont revenus, nous sommes tous sionistes et on revient à la base, un État sioniste, point barre, quoi. On ne se pense pas, on ne se projette pas autrement aujourd'hui. Alors la question des réfugiés, normalement, est traitée dans une commission à part aux Nations Unies qui traite cette question-là. Mais bon, vous voyez bien qu'avec aucun résultat aujourd'hui. Il y a 59 camps de réfugiés toujours répertoriés dans le monde arabe, gérés par l'UNRWA. 1 500 000 réfugiés vivent dedans. Plus de 5 millions de Palestiniens sont enregistrés à l'UNRWA comme réfugiés, même s'ils ne vivent pas dans les camps. Et ils continuent de s'inscrire avec leurs descendants, parce qu'au-delà de la question de la reconnaissance historique et politique du tort qui leur a été fait, il y a aussi la question des compensations, puisque normalement les Palestiniens devraient toucher des compensations par rapport à leur perte de leurs biens en Palestine. Juste pour revenir un instant, vous aviez parlé d'une femme qui a fait 3 pages dans Cosette. Oui. Il s'agit de Neriman Tamimi. Oui. Juste pour donner le nom, c'est une résistante de Nabi Saleh. Et elle a aussi fait avec son mari et sa fille la une du New York Times, du magazine New York Times l'année dernière. Juste pour préciser. Une question. Ma question est comment le retour de Lieberman dans la vie politique va changer la politique israélienne? La question pour ma part porte sur Jérusalem. Quid des Palestiniens qui vivent à Jérusalem justement face à la judaïsation de la ville? Quel est leur statut interne et l'agenda politique par rapport à cette question?
Pour ma part, ça aurait été une question purement anecdotique. J'aurais aimé savoir s'il y avait un des écrivains du mouvement des nouveaux historiens israéliens que vous recommandiez particulièrement, que vous trouviez, vous personnellement, de très bonne foi et très impartial dans sa manière d'aborder l'histoire de la Palestine et d'Israël. Moi, c'était pour revenir sur la question de Jérusalem aussi. En fait, vous avez, dans votre exposé, vous avez parlé du fait qu'au moment des négociations en l'ONU, Jérusalem n'avait pas été internationalisée. Or, je pensais le contraire. C'est quoi le statut de Jérusalem actuellement? Parce que je sais que ça a été annexé. La ville a été annexée par Israël en 2004. C'est criminel. Donc c'était quoi avant, si c'était pas déjà international? Je pensais que c'était international. La dernière question. Israel has stated over and over again that it's the, and I quote, only democracy in the Middle East, and which basically I guess makes it right to what they're doing now. So with the Arab Spring and its aftermath, will that statement still hold? Even though it's bogus, but will it still hold? Par rapport à Lieberman, de toute façon, Lieberman là ou Lieberman pas là, c'était la même politique. Hein. Et d'ailleurs, c'était très drôle parce que cet après-midi, j'étais avec une réalisatrice israélienne. De toute façon, tout le monde savait qu'il allait être blanchi. Netanyahou fait de la politique de Lieberman. Et la preuve, c'est qu'il lui avait conservé sa place. Il n'avait pas remplacé. Donc Lieberman, ça ne va rien changer. On est dans une extrême droitisation de la politique israélienne, à tous les niveaux d'ailleurs. Et donc, ça ne va pas changer. Les Israéliens continuent. Et d'ailleurs, ce que nous disait, je vous ai dit tout à l'heure, le consul, ils sont dans une course contre le temps. Ils se disent, un de ces quatre, les Occidentaux vont se réveiller et vont décider de faire pression. Et à ce moment-là, ils seront obligés d'arrêter. Donc, tant que ce n'est pas fait, on gagne du terrain, on fait de la politique accomplie. On fait de l'irréversible, on change la nature du terrain. Donc ça c'est important parce que les recommandations d'Elwood Mead en 1924 qui étaient de dire, pardon, il avait dit par exemple là il y a des oliviers, là vous avez des pins, vous rasez et vous mettez des essences européennes. Parce que ce qu'ils veulent c'est que les Palestiniens ne reconnaissent plus leur terrain. Et c'est ce qu'ils essayent de faire. Et même au niveau de la construction des maisons, les colonies, c'est pas de l'architecture locale. Donc on essaye de transformer complètement. Et Jérusalem, c'est le clou du projet, qui va être non seulement le projet phare, mais Jérusalem est en train d'accomplir la récupération totale de la Cisjordanie. Alors comment ça se passe? C'est que, par exemple, pour ceux qui connaissent, vous savez, quand vous voyez, vous êtes sur le mont des Oliviers, que vous regardez l'esplanade, vous avez sur la gauche Silouane. Silouane est en train d'être rasé, maison par maison. Beit Hanina, c'est la même chose. Et à Silouane, vous savez, ils ont encore le projet de faire, je ne sais pas si vous connaissez le Puy du Fou en Vendée, qui est un grand ciné-sémi, voilà. Ils sont en train de projeter, donc de faire un Puy du Fou sur l'histoire du judaïsme. Bien sûr, c'est une version mythologique, à la place de Silouane. Donc il y a ça. Après, vous avez le mur qui traverse donc à l'intérieur de Jérusalem. Comme je vous ai dit, c'est ponctuel. Parce qu'en fait, quand ils mettent le mur, après ils établissent que là, les maisons qui sont là, elles sont dangereuses, donc on les rase. Et donc après, on fait un grillage et petit à petit, on s'étale. Et donc là, leur projet est en train, c'est-à-dire qu'ils veulent déplacer le centre de Jérusalem à l'intérieur de la Cisjordanie, y compris de manière fictive, c'est-à-dire ils sont en train de créer des espèces de... Donc, c'est par la colonisation, ils agrandissent Maale Adumim et ils continuent. Il y a le tramway qui fait la jonction, donc qui est aussi partie prenante de ce grand Jérusalem. Et à l'intérieur de Jérusalem, la vieille ville, les Palestiniens sont aussi menacés, puisque vous savez que tous les 2 mois, Israël filme les toits, photographie les toits de la vieille ville. Si un Palestinien il a rajouté une brique ou un pot de fleurs là, il n'a pas le droit parce qu'il n'a pas l'autorisation, bien évidemment. Donc on arrive, on lui prend son appartement. Et donc tous les 2 mois, ce qui fait que les Palestiniens sont confinés dans des espaces qui ne leur permettent pas d'avoir des familles. Donc ils sont obligés de jongler. Alors que font certains? Certains ont des maisons à Ramallah,
continuent d'habiter Jérusalem, mais ils jonglent entre Ramallah et Jérusalem pour garder leur maison à Jérusalem, leur appart, pour garder leurs documents d'identité de Jérusalem, tout en essayant de vivre correctement en dispatchant la famille. Donc les familles sont découpées en morceaux aussi, beaucoup. Et puis, quand ils vous prennent un étage, je l'ai encore vu là il y a 10 jours, quand ils prennent un étage, les colons, par exemple, et souvent ils prennent le haut, ils commencent par le haut, c'est le cas notamment au-dessus de la très belle bibliothèque d'Ibn Khaldoun. Donc vous avez, ils sont à l'étage, alors là il y a plein de drapeaux israéliens, et puis après ils harcèlent pour obtenir les autres étages. Alors comment ils font? Parce que eux, leurs enfants doivent aller à l'école sous escorte soldatesque. Donc les soldats sont toujours en bas. Quand les enfants israéliens descendent, les Palestiniens n'ont pas le droit de sortir. Donc ils n'ont plus le droit de jouer là-bas. Et puis c'est du harcèlement quotidien, quoi. Et c'est comme ça qu'ils essayent de récupérer petit à petit la vieille ville. Et aussi, ils essayent de créer des choses qui n'existaient pas. Parce qu'il faut savoir que dans l'histoire, et ça les archéologues, les minimalistes vous le diront, il n'y avait pas de synagogue dans Jérusalem, la vieille ville, très peu, parce que ce n'était pas considéré comme le lieu où il devait y avoir les prières par les juifs traditionnellement. Mais ils veulent, pour justifier leur emprise par le religieux, justement, ils construisent des synagogues qu'ils disent être des anciennes synagogues, etc. Voilà, il y a donc une récupération comme ça. Par rapport à l'ONU, Jérusalem devait avoir un statut international, c'est ce que le texte de 1947 dit, qui n'a pas été appliqué, qui reste juridiquement valable, mais qui n'a pas été appliqué parce que je vous ai dit, Garot, qui était censé l'appliquer au nom de la communauté internationale, n'a pas pu le faire puisqu'il y a eu le deal entre la Jordanie et Israël pour diviser la ville en deux, chacun se prenant une partie. Et après, quand Israël a décrété d'abord que Jérusalem était sa capitale, et puis après le fait que l'ensemble de Jérusalem lui appartenait, et c'est ce qu'ils essayent d'acter sur le terrain rapidement pour empêcher toute internationalisation. Donc voilà. Mais officiellement, juridiquement, c'est 47. Mais eux, ils disent, alors c'est un dossier très intéressant parce que les dernières déclarations sur Jérusalem, les Israéliens ont dit, ah ben non, il y a un vide juridique, ce n'est pas international puisque ça n'a pas été appliqué. Donc on joue, ils sont très forts parce qu'ils jouent toujours avec le droit pour justifier justement leur entreprise territoriale. Et puis en sachant qu'effectivement c'est illégal de reconnaître Jérusalem. Et à ce propos, je vous invite à regarder très précisément les livres. Alors peut-être certains d'entre vous deviendront des enseignants, les manuels scolaires dans lesquels vous enseignez. Parce que tantôt c'est Tel Aviv la capitale, et parfois dans le même livre c'est Jérusalem qui devient la capitale. Et ça montre bien que là-dessus on n'est pas clair. Les États européens ne sont pas clairs. Israel, a democracy in the Middle East. Yes, of course. Donc c'est une démocratie simplement pour certains, pas pour tous, bien sûr, puisque ce que je vous disais, une partie de la population ne jouit pas des mêmes droits, même si elle a le droit de vote. Et pourquoi c'est... Le problème, c'est qu'en même temps, il y a une contradiction. Je vais vous donner un exemple. Moi, ça fait longtemps que je dis Israël est une ethnocratie. Je ne suis pas la seule, on est plusieurs historiens, dont des historiens israéliens, qui disent exactement comme moi. Quand je dis ça en France, on me dit antisémitisme, vous n'avez pas le droit, c'est une démocratie parce que eux se disent démocrates. Mais les Syriens se disaient démocrates, la famille Assad se disait démocrate. Donc le problème, c'est là où on n'est pas clair, c'est que les Européens reprennent le discours israélien alors même qu'ils savent eux-mêmes que c'est une ethnocratie et sur place ils le disent et il y a suffisamment de rapports de l'Union européenne, même les Américains, ils se rendent bien compte. Donc on joue là-dessus en disant c'est une démocratie. Alors les printemps arabes, bon le problème c'est que ça va prendre du temps avant que ça soit stabilisé. Et puis le problème c'est, je reviens sur le rôle de l'Arabie Saoudite, parce qu'on dit c'est très bien Israël est une démocratie, on défend la démocratie. Vous savez que moi je ne vois pas beaucoup d'articles sur l'Arabie Saoudite. Vous en voyez, moi j'en vois pas beaucoup sur le système saoudien. Comment ça fonctionne même au niveau de la société, où les femmes n'ont pas le droit de conduire, ces derniers temps on en a parlé, où elles n'ont aucun droit, les étrangers on leur prend leur passeport quand ils arrivent, ne parlons pas des brimades contre tout ce qui n'est pas musulman, la manière dont ils traitent les humains, dans les prisons il n'y a aucun droit humain respecté, mais ça convient très bien, et la France ne dit rien à l'Arabie Saoudite, on ne dit pas là c'est pas une démocratie, c'est pire qu'en Iran même en Arabie Saoudite, mais on ne le dit pas pour l'Arabie Saoudite, pourquoi ? Parce que c'est le premier pays à qui la France vend des armes.
Donc à un moment, il faut être cohérent, quoi. Le problème, c'est qu'on n'a pas de cohérence. Et on n'a jamais été aussi peu cohérent qu'aujourd'hui par rapport à ces questions de démocratie. La seule chose, c'est que le monde arabe, les gens sont éduqués, ils font des études comme vous, ils sont tous branchés sur Internet, ils savent, tout le monde fait de la politique dans le monde arabe, depuis toujours. Donc ils se disent, bah, les occidentaux, ils se moquent de nous, quoi. C'est 2 poids 2 mesures, et on nous prend pour des guignols, puisqu'on accepte la démocratie à l'israélienne, on ne dit rien sur le système monarchique saoudien. Voilà, c'est ça toute la contradiction, et c'est là où je reviens sur l'histoire de les limites de la vision géopolitique internationale des pays européens en général, et de la France en particulier. Pour terminer sur les auteurs israéliens, bien évidemment Ilan Pappé, qui fait un travail remarquable parce qu'il travaille dans les archives israéliennes. Vous avez Shlomo Sand aussi. Vous avez Avi Shlaim. Alors Avi Shlaim, lui, c'est plus spécialisé justement sur les relations avec la Jordanie, le monde arabe. Donc c'est intéressant d'avoir ce point de vue. Donc voilà, les trois grands que je vous conseille. En sachant qu'Ilan Pappé a été obligé de s'exiler en Angleterre et que ses livres ne sont pas politique. Est-ce qu'il y a une raison pour ça? Pourquoi il ne s'attaque pas aux problèmes politiques et seulement aux problèmes économiques? Vous posez 2-3 questions ou je réponds directement? Est-ce qu'il y a d'autres questions ou pour l'instant, Bah, moi, je veux bien poser une question. Du coup. Moi, j'aimerais que vous reveniez en fait sur l'histoire de la France par rapport à la question palestinienne, parce que vous l'évoquiez par à-coup, mais quelle a été depuis 1948 jusqu'à aujourd'hui la France par rapport à la question palestinienne? Alors par rapport à l'économie géopolitique, c'est la vraie bonne question. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, en fait, en même temps, ce qui est extraordinaire, c'est que l'Europe finance la colonisation. Elle finance l'occupation, en fait, en aidant les Palestiniens. Même si la directive va être appliquée, en réalité, c'est ça. C'est-à-dire que tout le monde accepte, donc ça a un coût derrière. Et c'est un coût qui ne cesse d'augmenter, en réalité. Puis à chaque fois que les Israéliens bombardent ou détruisent, c'était le cas de l'aéroport de Gaza. Vous savez que l'aéroport de Gaza a été financé par l'Europe, donc par les impôts des Européens. Il a été détruit, démoli 3 fois. Bien évidemment, il n'a pas été reconstruit. Personne en Europe n'a demandé de compte aux Israéliens en disant « vous nous devez tant ». Donc il y a un vrai problème illogique. Alors justement, les politiques disent en fait aujourd'hui le problème c'est que on n'obéit pas, c'est-à-dire qu'on n'a pas une projection politique sur l'ensemble de la région. Parce que la question israélo-palestinienne, c'est pas que la question israélo-palestinienne. C'est une base qui déstabilise l'ensemble de la région, mais du monde. C'est-à-dire que c'est un des plus anciens conflits, c'est le dernier État colonial sur la planète. Et en même temps, alors qu'on est nous-mêmes dans un discours, sortir du colonialisme, au niveau politique, on est censé condamner tout à fait ces pratiques. Et donc c'est parce qu'aujourd'hui il n'y a pas de volonté politique, on est dans un suivisme par rapport à des agendas qui ne sont pas ceux des pays, c'est-à-dire que concrètement, la France aujourd'hui ne devrait pas écouter soit le lobby, soit l'autocensure qu'elle se fait d'un point de vue politique. Question, quelle est sa politique étrangère? Quelle est finalement sa vue de la politique à moyen et long terme? Et on se rend compte qu'en fait aujourd'hui, ils n'ont pas de vue sur le moyen et long terme. Et la preuve en est là avec la dernière décision de François Hollande que tous les ambassadeurs qui parlaient l'arabe, ils ont été nommés sauf un, ils ont été nommés ailleurs que dans le monde arabe. Comment peut-on faire de la diplomatie comme cela? Quelle est la vue? Et actuellement, on vous dit au Moyen-Orient, la dernière fois qu'il y a eu une vision qui correspondait à la politique et à l'éthique, entre guillemets, géopolitique française par rapport au monde, c'est quand De Villepin il a fait son discours à l'ONU par rapport à la guerre en Irak. Et ça a été la dernière fois. Par rapport aux Américains, c'est clair, c'est lié à l'influence de l'AIPAC, qui est le plus grand lobby juif américain, qui finance les élections et qui fait que systématiquement, ils ont voix au chapitre pour les élections et après, une fois qu'ils sont à la Maison-Blanche. Et ça a été le cas avec Obama, malgré les espoirs que certains ont eus au début. En réalité, ils sont en place de manière très importante. En plus, c'est une vision extrémiste, c'est-à-dire que non seulement ils défendent Israël, mais ils défendent une Israël d'extrême droite, très, très extrémiste. Alors il y a J Street qui est en train d'apparaître depuis 4-5 ans, qui est un mouvement, qui est un mouvement aussi qui défend bien évidemment le sionisme,
mais qui dit qu'il faut un État palestinien. Donc ils ne sont plus sur la même logique que l'AIPAC. Cependant, ils ne sont pas encore assez forts, ils ne sont pas encore assez soutenus. Mais donc voilà, on est dans puis des particularismes des différents pays. Et puis l'Europe n'a pas de politique étrangère commune, donc c'est la décision de chacun, et ça peut-être que ça manque aussi. Donc en fonction des sensibilités de chaque pays, et voilà, à peu près pourquoi. Mais en réalité, c'est contre-productif, et on le voit très bien aussi par rapport au conflit qu'il y a en Syrie, par rapport au conflit qu'il y a en Égypte, par rapport à la Tunisie. Finalement, les Européens ne se placent plus sur l'échiquier en avant, ils se retrouvent classés à l'arrière. Ils sont en train de se faire dépasser. Et aussi, il faut voir qu'ils se font dépasser aussi parce qu'il y a des pays émergents, comme le Brésil, qui vont jouer des rôles, mais il y a aussi la Chine qui souhaite jouer un rôle là-bas. Et si l'Europe ne fait pas en sorte de réfléchir et revoir sa politique à moyen et long terme, c'est un aveuglement qui risque de nous coûter très cher. Mais bon, ça c'est mon analyse, je suis historienne, je ne fais pas de géopolitique, mais c'est la logique qui arrive derrière. Par rapport à la France, alors le rôle de la France est intéressant parce qu'en fait la France, elle voulait la Palestine au départ. Parce que la France, en tant que représentante du monde catholique, a énormément d'institutions en Palestine. Ils ont des hôpitaux, ils avaient des hôpitaux, des écoles, ils ont des institutions religieuses, des orphelinats. Et donc ils ont eu un statut, déjà sous l'Empire ottoman, qui était un statut privilégié par rapport à leur présence religieuse en Palestine, en tant que puissance catholique. Quand ce sont les Anglais qui ont obtenu le mandat, ils ont conservé cette spécificité. C'est ce qui fait que ce sont des acteurs assez intéressants. Ils n'étaient pas acteurs directs de la gestion du mandat, mais ils étaient très présents sur le terrain. Puisque de fait qu'il y avait beaucoup de Français pour gérer ces institutions religieuses, ils ont été des témoins. Et donc c'était un élément incontournable. Ils étaient obligés, les Anglais étaient quand même obligés d'en référer à eux. En 1948, malgré les promesses, les sionistes vont expulser plusieurs des établissements religieux. Ils ne vont pas respecter beaucoup d'établissements religieux. Et donc jusqu'à aujourd'hui, c'est une vraie question. Là aujourd'hui d'ailleurs, il y a eu un bâtiment catholique qui a été rasé. Donc se pose cette question, jusqu'à quand les Français vont accepter sans finalement intervenir. Le problème, c'est que le Vatican est en train d'essayer de négocier aussi par rapport à la question des taxes sur les bâtiments religieux. Donc on voit que les choses sont complexes parce que ils se retrouvent pas tout seuls et en même temps, l'enjeu n'est pas simplement le fait de garder les bâtiments, mais aussi la gestion après financière de ces bâtiments. La France, par rapport au sionisme, au départ, elle l'a soutenu, le mouvement. Après, elle a été en retrait. Et de fait, en 1948, Parodi, qui était l'ambassadeur de France aux Nations Unies, ne voulait pas voter pour. Il était opposé au plan de partage. Et c'est parce qu'il y a eu des pressions américaines sur la France qu'il a été obligé de voter. Alors, qu'est-ce qu'ils ont négocié? C'est que la commission qui était chargée de gérer Jérusalem, puisque Jérusalem devait devenir un corpus separatum international, a été dirigée par un Français. C'était Roger Garreau. Parce que les Français voulaient vraiment en faire une ville internationale. Mais très vite, en fait, les jeux, ce n'était plus avec les mains des Français. Parce qu'au moment où Garreau commence à gérer le conseil sur Jérusalem, les Américains et les Anglais se sont mis d'accord. Les Israéliens ont négocié avec la Jordanie. Et donc, ils décident de séparer la ville en deux. Et très rapidement, les Américains donnent leur aval. Et donc, les Français sont obligés d'arrêter à gérer le dossier de Jérusalem. Et donc, après, ils vont être en retrait, en recul un petit peu par rapport à ça. Et c'est dans les années 60 qu'il y a une réactivation, on va dire, du soutien français au projet idéologique israélien sioniste, et notamment par rapport au nucléaire, puisque vous savez que la France a joué un rôle très important. Mais en même temps, la France a toujours conservé une position un petit peu de faire attention, parce qu'elle était aussi présente dans le monde arabe, notamment le Liban, donc l'impact sur les différents pays arabes. Et en même temps, les Français, au départ d'ailleurs, ont été très intéressés par la manière dont les Palestiniens se révoltaient. Ils les ont suivis de près, notamment le Hajj Amin al-Husseini, qui était à la tête du mouvement palestinien, parce qu'il servait d'exemple aux Algériens. Et tant que la France était présente en Algérie, elle était obligée de faire très attention à ses relations avec les Palestiniens. Donc ils écoutaient énormément le Hajj Amin al-Husseini, qui leur disait « mais moi je suis prêt
à dire à nos frères algériens de ne pas se révolter, mais il faut que vous nous souteniez aussi. Il y a eu ce genre de tractation. Puis finalement, ils ont lâché le Mufti. Donc voilà, les Français sont un petit peu toujours sur cette danse, ils ne savent pas très bien où, sauf aujourd'hui où on se rend compte qu'au niveau politique étrangère, c'est vraiment du suivisme par rapport à la politique israélienne. Ça répond. Oui, merci. This crisis has dominated the global politics in the past 70 years, with Israel ignoring at least 32 UN resolutions. So my question is what will it take to bring Israel to the table? Do we have to have a global boycott, or should Israel be kicked out of the UN? And my second part of the question is, why is my government so involved in the peace process when we know AIPAC is basically running the show? Why not the EU? Why not the AU? Why not China? Exactly. Yes. Do you want me to answer in English? Français. I can do both if you want, and then I translate. You can do it in French. Yeah, you're okay. On va prendre plusieurs questions peut-être. Oh, d'accord. Je voulais savoir, est-ce que le pacifisme palestinien n'allait pas leur nuire à long terme? Par exemple, j'avais entendu plusieurs discours de représentants palestiniens qui disaient que le discours pacifiste ne leur a servi à rien finalement. Et ceux qui ressortent gagnants de ça, en quelque sorte, c'est les mouvements djihadistes qui, eux, depuis longtemps disent que ça ne sert à rien de passer par l'ONU, ça ne sert à rien de passer par les démarches administratives, parce que de toute façon, il y aura toujours les Américains qui seront là, etc. Donc à un moment donné, il ne faut pas prendre par exemple une armée ou quoi que ce soit. Moi, c'est plutôt une question en fait méthodologique par rapport à la méthode de l'historien en fait. En fait, vous placez, j'ai bien compris que vous essayez de replacer les Palestiniens au cœur de l'histoire, mais dans votre discours, vous n'avez pas du tout parlé des pays arabes. Et est-ce que, en fait, ma question c'est, est-ce que c'est judicieux? Est-ce qu'en parce que je vois bien ce que vous voulez faire, c'est en fait parce que les Palestiniens ont trop été oubliés, mais en faisant ça, est-ce qu'on n'a pas un point de vue biaisé de l'histoire de la Palestine? Là-bas. Je peux te répondre à celle-là. D'accord. Un peu plus fort. C'est sur la place de la religion dans l'histoire. Par rapport à le rôle des États-Unis, il est évident qu'il va falloir à un moment donné, par rapport à Israël, il faut qu'il y ait un tiers. Dans tous les conflits, on ne laisse pas le vainqueur et le vaincu tout seul. Et or, ça a été la seule question. Vous savez que depuis des années, les Palestiniens réclament une force d'interposition internationale comme la FINUL au Liban. Et on leur a toujours refusé à eux. On a accepté partout dans le monde, sauf en Palestine. C'était le seul endroit. Et donc ça ne peut être qu'à un moment donné où on décide d'imposer. C'est parce qu'aujourd'hui, personne ne veut imposer le droit international aux Israéliens, au niveau des forces politiques dans le monde. Le problème, c'est que c'est très dangereux, parce que si vous acceptez que le droit international soit bafoué là-bas, ça veut dire qu'on est prêt à ce qu'il soit bafoué ici. Et quand je dis droit international, c'est pas que par rapport aux Palestiniens, parce que la question palestinienne, manque de bol, ou peut-être la chance pour elle, parce que ça peut servir d'exemple après dans l'histoire, vous avez la question des droits humains, bien évidemment, vous avez la question de l'eau, vous avez la question des OGM, vous savez que les Israéliens n'autorisent n'ont plus droit qu'aux OGM, ils avaient commencé avec Gaza, maintenant Cisjordanie, c'est un vrai problème. Vous avez la question des frontières, vous avez la question des prisons, toutes les questions en fait pour lesquelles tout le monde se bat et pour lesquelles on imagine que les humains cherchent à aller plutôt vers le positif, sont bafouées. Et c'est ce que le droit international protège. Donc, mais il faudra une force d'interposition internationale. Alors il faut, par le politique, effectivement, alors comment faire concrètement? Il faut faire intervenir, vous savez, souvent les politiques, quand ils vont là-bas, moi je dis souvent, il y a un avant et un après. Moi je vais régulièrement avec des délégations là-bas, quand ils voient la colonisation, vous n'avez même pas besoin de leur faire de discours, quand ils voient les colonies, quand ils voient les miradors, quand ils voient les checkpoints, quand ils voient comment il n'y a pas d'eau, quand ils voient ce par quoi passent les Palestiniens,
en général, ils reviennent, ils ont compris qu'il y a un véritable problème. Donc il y a déjà le fait de vraiment informer. Après l'histoire du boycott, oui, je pense, parce que ça a été une demande, et ça rejoint votre question sur le pacifisme. En 2005, l'autorité palestinienne a dit, puisque de toute façon la résistance armée, ils n'ont pas les moyens, hein, c'est une des plus grandes puissances armées et nucléaires en plus du monde, les Palestiniens n'ont pas les moyens de les combattre. Et c'est même si les mouvements djihadistes veulent, ils peuvent mettre tout ce qu'ils veulent, ils n'y arriveront jamais. Les autres sont extrêmement puissants. Il y a des caméras partout, enfin tout est contrôlé. Vous rentrez au compte-gouttes. Et ce que me disait l'autre jour d'ailleurs le gouverneur de Jénine, même la fourmi, ils savent ce qu'elle fait en Cisjordanie, parce que c'est une réalité. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, la logique, ça a été de dire, bon, c'est vrai que l'ONU ne sert à rien parce qu'on n'applique pas, donc on va intégrer une autre technique qui est celle de la résistance non violente, qui est apparue donc, à partir de 2005 en complément du boycott. Et c'est très intéressant parce qu'il y a, je cite notamment ces deux villes en Cisjordanie, parce que ce qu'ils ont mis en place, c'est assez exemplaire. C'est la ville de Nabi Saleh et la ville de Beit Omar. Nabi Saleh, il y a 600 habitants, majorité agricole. Au début, ils étaient attaqués une fois tous les 15 jours par les soldats. Après, une fois par semaine, puis ils ont été encerclés. Ils ont un mirador, donc il n'y a plus qu'une entrée pour rentrer à Nabi Saleh. Et ils attaquent toutes les semaines maintenant la population, c'est-à-dire ils arrivent, ils tirent des gaz, ils mettent des produits, vous savez, dans les citernes d'eau pour rendre l'eau non consommable. Et les gaz qu'ils tirent dans les maisons font que vous êtes obligé de brûler toutes vos affaires après, parce que c'est une odeur qui ne part pas. Ils font ça. Il y a eu même des consuls qui sont venus pour venir en rempart. Ils s'en fichent, ils continuent d'attaquer. Donc la population a décidé, comme à Beit Omar, c'est la même chose, ils font de l'entraînement auprès de la population, de la formation, c'est pas de l'entraînement, c'est de la formation, aux enfants, aux adultes, aux femmes, enfin tout le monde, comment réagir toujours pacifiquement sans répondre par la violence. Et ils sont en train de développer des techniques qui, à mon avis, sont extrêmement intéressantes parce que ils font face à des chiens, ils font face aux colons parce qu'ils sont agricoles, donc pour accéder à leur terrain, les routes sont bloquées par les colons. Et il y a une véritable dynamique, y compris quand ils se font arrêter, parce que vous savez que maintenant, la dernière découverte des Israéliens, c'est d'arrêter les enfants. Ils se sont rendus compte que pour faire pression, c'était une très bonne technique. Donc voilà, par rapport au fait qu'il faut à la fois, je pense, ces techniques-là, et en même temps, il faut pousser pour qu'il y ait une décision politique, et le plus rapidement possible. Parce que ce qui se passe en Syrie, ce qui se passe ailleurs, ne pourra être réglé que si on règle aussi la question israélo-palestinienne. Et pourquoi, et ça revient par rapport à votre question sur la question des religions, parce que ce n'est pas un conflit religieux. C'est un conflit national, territorial, ce n'est pas un conflit religieux. Mais par contre, les Israéliens veulent en faire un conflit religieux de manière à justifier. Et pourquoi ils veulent? Parce que c'était le projet sioniste. Le projet sioniste, c'était quoi? Un État d'Israël, juif, pour les juifs, au Liban, un État pour les chrétiens, et les musulmans dans les autres pays arabes. C'était ça leur projet au départ. Ils n'ont pas réussi complètement, même si au Liban, ils ont réussi à avoir des accointances avec les maronites et qu'on a gardé la domination maronite, même s'il y en a toujours, on n'a plus de recensement officiel du Liban. Donc, ils essayent de transformer, et depuis quelques années, qu'est-ce qu'ils veulent faire? C'est que l'OLP reconnaisse Israël comme un État juif, pour l'amener sur le terrain du religieux. Mais ce n'est pas un problème religieux. La preuve, c'est que les Palestiniens, chrétiens comme musulmans, ont été chassés. Donc, ce n'est pas par rapport à la religion. Ils se disent défenseurs du christianisme quand ça les arrange, mais en réalité, actuellement, ce qu'on voit à Jérusalem, d'ailleurs, c'est très intéressant, c'est une judaïsation de la ville au détriment des deux autres religions monothéistes. On n'est pas dans un problème religieux. Et ça, il faut vraiment bien l'intégrer. Ce n'est pas un problème religieux. Même si la société palestinienne, par effet de miroir, c'est logique, elle est occupée par une instance militaire qui prend des allures de religion, puisque les Israéliens amènent toujours sur le terrain religieux. En réalité, donc elle a, et puis ce que moi j'appelle une wahhabisation de la société palestinienne, parce qu'il y a un autre phénomène, c'est qu'on défend l'Arabie Saoudite, dont on ne parle pas beaucoup, et ça je pensais à son suppos, ça fait partie des sujets qui sont intéressants à traiter. L'Arabie qui a un agenda aussi, qui est d'abord une forme d'islam sectaire, qui n'est pas majoritaire, qui finance les mouvements salafistes,
qui n'a absolument aucune envie de défendre les droits des Palestiniens, qui est donc sur un agenda qui est autre que par rapport aux Palestiniens. Donc voilà, donc il y a ça qui entre en jeu. Donc on n'est pas sur une question religieuse. Par contre, ce qui est intéressant à savoir, c'est que depuis 1967, au moment de la colonisation, pour justifier l'emprise territoriale, les Israéliens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors que jusque-là, il n'y avait pas eu de discours vraiment religieux, ils ont pris la Bible, et avec la Bible, ils sont allés sur le terrain et ils disent, voilà, donc là, il y avait tel endroit qu'il y a dans la Bible, même si c'était faux. Et donc là, on redonne le nom biblique pour justifier le fait que c'est à nous. Et puis si là, il n'y avait pas de nom biblique hébreu, on prend le mot arabe et on l'hébraïse. C'est vraiment un travail que les archéologues sont en train de faire. Et puis à Jérusalem, il y a une vraie menace aussi sur la ville parce qu'ils sont en train de retirer les traces archéologiques. Vous savez que ces régions, elles ont eu de tout. Il y a eu des Romains, il y a eu vraiment des carrefours. Ils sont en train de retirer ces passages-là pour ne garder que ce qui représente le judaïsme. Notamment face au mur de lamentation, c'est épouvantable. Enfin, et vous avez donc cette idée qu'on inscrit l'archéologie pour justifier l'occupation territoriale, même si, par rapport à la Bible. Toujours avec l'idée de mettre le texte... Si on écoute cette logique, ils n'auraient pas dû prendre Jaffa, par exemple, parce qu'a priori, Jaffa n'avait pas de référence par rapport à la Bible. Vous voyez, donc c'est vraiment à géométrie variable. Il faut se rassurer, il y a un mouvement de ce qu'on appelle les archéologues minimalistes israéliens qui eux contestent ça et qui disent on ne fait pas d'archéologie comme ça. L'archéologie, on creuse et on analyse ce qu'on découvre, quoi. Mais bon, voilà, il y a une instrumentalisation d'autant plus dangereuse que dans les manuels scolaires français, les représentations archéologiques par rapport à la justification israélienne sont mises comme... c'est le fait. L'archéologie biblique, elle est là. Donc c'est très dangereux parce que ça prend dans l'esprit des gens. Après, il y a aussi la question du sous le dôme des rochers, la mosquée. En fait, l'UNESCO a demandé un rapport il y a 6 ans auprès de celui qui est notre nouveau ministre de la Culture en Palestine, qui est Anwar Abou Aïché, qui est professeur de droit, et il a fait un rapport. Il dit ils ont excavé tout le sous-sol, ce qui fait qu'au prochain tremblement de terre important, tout tombe, et ils vont reconstruire le temple. Donc on est dans une reconstruction mythologique, temple dont Shlomo Sand d'ailleurs vous dira, et vraisemblablement il n'était pas là. Voilà. Donc la religion est instrumentalisée pour justifier le projet colonial territorial. Par rapport à l'AIPAC, il est évident que c'est le gros problème des États-Unis. Pourquoi est-ce que l'AIPAC est aussi puissant? Et d'ailleurs c'est intéressant parce qu'il y a des anciens de la CIA et des anciens conseillers de la Maison-Blanche qui disent il y a un moment donné il va falloir qu'on arrête, quoi. Mais alors, comment leur faire arrêter? Je pense que c'est aux Américains d'intervenir et aux Juifs aux États-Unis aussi de le faire. Aujourd'hui, c'est eux qui décident effectivement de l'agenda, même quand c'est contre les intérêts des Américains eux-mêmes. Ce qui est absurde. Et nous, on est en train de faire la même chose maintenant un petit peu en France, quoi. C'est pas très logique. Donc voilà, quand est-ce qu'ils vont se réveiller? Je sais pas, je lis dans le Marc Café, mais pas dans celui-là. Par rapport aux autres pays arabes, non, c'est pas pour un point de vue biaisé. J'aurais pu, mais je n'avais pas le temps en 1 heure de tout traiter, donc j'ai voulu axer, parce que je pense que c'est important quand même qu'on reparle de la situation des Palestiniens. Mais les pays arabes, bien évidemment, ont joué un rôle, puisque, effectivement, ils étaient aux côtés des Palestiniens au départ. Mais comme je disais, ils étaient en pleine aussi construction d'indépendance, et malgré le fait qu'on a créé la Ligue arabe, les États arabes ne sont pas unis, ne l'ont jamais été. Ils ont chacun leur agenda. Ils ont leur agenda politique, leur agenda économique. Et ça n'a fait que se renforcer avec le fait que vous avez des dictatures à la tête de quasiment tous les États arabes, qui ont même été aidés par les puissances occidentales et armés. Vous savez, l'armée égyptienne, ça a été un vrai marché pour les Occidentaux. Et c'est aussi, l'Égypte, c'est le premier pays aidé par les États-Unis, quoi. Donc, voilà. Donc, eux, ils ont cet agenda-là. L'élément palestinien était déstabilisateur aussi parce que les Palestiniens demandaient un État laïque et démocratique, ce qui n'était pas le cas dans les pays dans lesquels ils étaient forcément. Donc voilà, ça fait partie des problèmes. Et puis, on a bien vu les pays arabes, à l'exception de la guerre de 1973, que je n'ai pas citée, la guerre de Kippour, qui a été la seule guerre entamée par les pays arabes pour récupérer les territoires de 67, mais qui a échoué. À l'exception de cette guerre-là, ils n'ont pris aucune initiative, ils se sont contentés de répondre aux attaques avec le mal qu'ils ont eu, puisqu'on voit à chaque fois ça a été un échec.
Et aussi bien au moment de la première intifada que la deuxième intifada, ils ne sont pas intervenus. Quand en 2009, l'armée israélienne a attaqué Gaza, ils ne sont pas intervenus non plus. Leur agenda, ce n'est pas l'agenda palestinien. Et on a tort de penser, c'est comme ici en Europe, il n'y a pas de politique commune européenne, il n'y a pas de politique en dehors d'un discours politique commun, il n'y a pas de politique commune par rapport à la Palestine des États arabes. Mais il y a une instrumentalisation de l'histoire palestinienne à des fins politiques, qui permet aussi de dire à leurs habitants, regardez en Palestine, pendant ce temps-là, les gens ne critiquent pas trop à l'intérieur de chez eux, ça permet de rassembler les foules autour de quelque chose à l'extérieur. Voilà, c'est instrumentalisé également dans les pays arabes. Mais bon, je pourrais développer plus, mais c'est vrai que ça fait partie, bien sûr. De toute façon, il n'y a jamais qu'un axe en histoire, vous avez toujours obligation. Hein. Mais c'est important de revenir aussi aux Palestiniens, de leur laisser voix au chapitre. Moi j'ai une question, vous évoquiez tout à l'heure les techniques de résistance pacifique dans ces villages encerclés, mais vous n'avez pas un ou deux exemples concrets parce que moi j'arrive pas à imaginer juste comment ces gens font pour survivre si vous dites qu'ils sont attaqués physiquement ou menacés quotidiennement ou hebdomadairement. Voilà. Il y a une autre question. Bonjour. Je suis un petit peu en fait circonspect quant à la position de la France dans les années 60 pour l'arme atomique, selon quoi ils seraient revenus un petit peu sur leur décision, ça aurait été une erreur ou autre. Parce que depuis tout à l'heure, dans votre intervention, vous nous faisiez comprendre qu'ils ont une vision très long terme. Que ce qu'ils ont pensé il y a 50 ans, 60 ans, et ils l'appliquent encore. D'ailleurs, il faut savoir que Theodor Herzl est le produit d'un mouvement juif européen qui s'appelle la Hashkala. Et j'invite tout le monde à voir qu'est-ce que la Hashkala. Et donc, je me demande si réellement il n'y a pas un double jeu de la part de l'État français depuis la création de l'État d'Israël. Et deuxièmement, je me pose ici la question de l'état du peuple israélien. Comment peut-on vivre dans un État dont on sait clairement qu'au quotidien, il commet des meurtres, des massacres? Est-ce qu'il n'y a pas un réveil alors qu'on voit en même temps une droitisation de la politique israélienne? Donc je me pose plein de questions quant à la construction de ce peuple. Moi j'aurais une question au sujet des réfugiés palestiniens et du droit au retour. Et donc dans quel, je voudrais en savoir plus au niveau de l'historique dans les négociations, comment ça a été mis de côté par rapport à l'OLP, l'autorité palestinienne, mais aussi du côté israélien, comment cette question du droit au retour. Alors par rapport à la résistance pacifique, c'est tout simple. D'abord, ils apprennent à sortir que de manière, pour donner un exemple, ça a été les dernières discussions que j'ai eues avec notamment les gens de Beit Omar, toujours partir en groupe. Maintenant, des caméras, comme l'histoire de 5 caméras brisées, donc ils ont systématiquement des caméras. Quand ils se font attaquer, ils essayent de protéger la personne qui se fait attaquer, mais en aucun cas ils ne répondent aux soldats ou aux colons qui les attaquent. Si les colons leur ont amené une pierre pour bloquer le chemin, ils appellent du renfort pour enlever la pierre avec les mains en montrant bien qu'ils n'ont rien. Voilà. Après, la deuxième chose, ils organisent des réunions. Par exemple, à Nabi Saleh et à Beit Omar aussi, ils organisent des conférences, des colloques avec des pacifistes israéliens. Donc ils essayent d'impliquer les Israéliens dans ce mouvement-là, de les mouiller. Et donc ils viennent avec des thématiques. Donc ça peut être la femme, ça peut être... C'est-à-dire qu'ils ne prennent pas la thématique de la résistance simplement, ils prennent des thématiques de société. Et à partir de ces thématiques de société, ils disent comment peut-on construire ensemble la vie sur ce sujet-là, voilà. Et donc, de ce fait, ça devient une référence, c'est-à-dire que les Israéliens qui viennent, c'est plus compliqué quand même pour les soldats d'attaquer quand il y a les Israéliens, même si on sait que maintenant, ils le font quand même de temps en temps. Mais voilà, ils institutionnalisent ça de manière régulière. Et puis après, la troisième chose, c'est en ayant le maximum d'intervenants extérieurs européens ou américains qui soient présents au maximum sur le terrain. Donc vraiment de faire du travail d'information. Après, ils vivent des trucs horribles parce que, notamment, dernièrement, je ne sais pas si vous avez vu le dernier Cosette du mois d'octobre, le magazine féminin Cosette, il y avait 3 pages sur une des femmes
de Nabi Saleh. Si vous pouvez vous le procurer, c'est un bel article. Elle a filmé, parce qu'elle fait partie de ceux qui tiennent la caméra, elle a filmé la mort de son propre frère. Bon, elle dit l'épouvante que c'est. Elle dit, mais j'aurais pas eu la caméra, je l'aurais vu mourir. Elle a utilisé le film, ils l'ont montré aux Nations Unies. Elles l'ont montré, je crois, au Parlement européen. Donc après, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que ça sert comme un témoignage, une preuve. Et ça, les Israéliens, ils n'aiment pas du tout, parce qu'ils travaillent leur communication. Ils ont un budget sur la communication qui est phénoménal. Et donc, voilà, ça fait partie de toutes les techniques qu'ils utilisent, même si c'est en souffrance, même s'ils savent que de toute façon, ça ne change pas immédiatement leur quotidien. Mais ils se disent qu'au long terme, et puis c'est de la schizophrénie aussi de la part des Israéliens, parce que les soldats d'ailleurs,